Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment les techniques de coloriage et ce qui viennent avec. Comme vous allez voir, en partant, un bon rendu doit commencer avec un bon fond de dessin. Si votre fond de dessin n'est pas bien structuré, le colorier ne va pas le rendre plus beau. Et quand on parle d'un bon fond de dessin, regardez les éléments que j'ai notés à gauche. Elle communique un intérêt. Ta perspective communique un intérêt. C'est-à-dire que si tu fais un dessin en regardant vers un sofa, on ne voit rien que le sofa, il n'y a pas vraiment un intérêt. Mais si on regarde, par exemple, de l'entrée vers le salon et on voit la cuisine en même temps. Donc, on communique une idée lorsque on fait une perspective. On ne fait pas une perspective juste pour montrer. Il y a certaines perspectives qui n'ont pas d'intérêt et il reste des perspectives sans intérêt. Mais normalement, quand on le fait, il faut qu'on communique une idée. Il faut qu'on raconte une histoire. Aussi, lorsqu'on le fait, il faut votre fond, il faut qu'il ait une architecture intéressante, colorier une architecture pas belle. Par exemple, on se rend dans une usine, on fait une perspective, on le colorie. Autant que tu essaies de le colorier, ça va rester toujours de l'architecture terne. Il faut que votre architecture présente de certaines qualités. Si je regarde par exemple l'image que j'ai présentement sur l'écran, je vois qu'il y a une fenêtre dans les coins. Devant la fenêtre, il y a une table avec la lumière, il y a un vase. Le plafond, il est surélevé avec la poutre. Donc, il y a une histoire autour, il y a un personnage debout en train de regarder tout ça. Il faut qu'il y ait une histoire dans votre image. Et c'est la même affaire pour le plan aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine originalité. Il ne faut pas que ça soit euh, quelque chose de copié, par exemple, ou une architecture qui n'a pas comme assez d'éclat d'originalité. Donc, il est bien planifié d'avance. Tu ne viens pas colorier une image que, que, que tu dis, par exemple, à la dernière minute, oh, je vais mettre un personnage, je vais mettre une vase, je vais mettre une table, et ce n'est pas planifié. Donc, si vous regardez la petite image que j'ai en haut en petit, mais il y a déjà une petite planification. Ce n'est pas bien dessiné, mais il y a une petite planification. C'est exactement comme lorsque vous voulez faire une rédaction. Et pour votre rédaction, ce que vous faites un plan de rédaction. Dedans, vous allez mettre les éléments au départ. C'est quoi l'introduction? C'est quoi l'élément déclencheur? C'est qui le héros? Comment il résout le problème? Donc, vous faites une histoire. Et ici, il y a une histoire. Donc, déjà, vous commencez par dire, j'ai dans ma grande fenêtre, je vais voir la lumière qui descend de telle façon. Je suis assis sur le sofa, il y a un personnage debout, elle regarde vers un autre personnage qui est à côté de la fenêtre, qui regarde dehors. Donc, il y a tout un dynamisme créé dans la perspective. Troisième point important, c'est qu'il doit être proportionnel. Quand je parle ici de proportionnalité pour une perspective, je le dis aussi pour un plan, pour une élévation. Si vos objets ne sont pas proportionnels, oubliez ça. Ne perdez pas de temps à le colorier, ça ne vaut pas la peine. Et respecte les règles de dessin. Donc, on les a déjà expliquées dans les cours passés, toutes les règles de dessin, la ligne de sol, dans le plan, par exemple, que le mur soit coupé, que c'est quoi un mur coupé, à quel niveau et tout ça, il faut que ça respecte les règles de dessin. Il a une échelle adéquate. Donc, ça, c'est un peu différent de proportionnel. Parce que vous pouvez avoir un dessin proportionnel, mais l'échelle est inadéquate. Dans votre feuille, le dessin est tout petit, il est quasiment illisible. Si tu colories un petit dessin illisible, il, il devient encore plus illisible. S'il est trop grand, mais on se perd un peu dans le détail, puis peut-être c'est pas le bon type de dessin à colorier. Normalement, on colorie des dessins qui fitent bien dans la feuille, qui laissent un petit espace. Les dessins coloriés, on ne leur met pas des cotes, donc c'est vraiment fait spécifiquement pour le rendu.
donc pour présenter la qualité formelle et d'aménagement de notre design. Donc, les cotes ne sont pas nécessaires. Donc, vous laissez une bonne marge autour, mais il ne faut pas que ce soit trop petit, ni et il ne faut pas s'approcher à plus qu'un pouce du bord pour un 8,5 par 11. Un 11-17, il faut laisser un peu plus d'espace. Un A1, il faut laisser encore plus d'espace. Mais lorsque je parle de 8,5 par 11, il ne faut pas que votre dessin s'approche à plus qu'un pouce. Il faut que ce soit, c'est-à-dire que la marge ne peut pas être moins qu'un pouce. Donc, il faut que tu laisses plus de marge. Entre 1 pouce et 2 pouces, c'est correct. Et la dernière chose, il a le niveau de détail nécessaire. Donc, lorsque tu viens colorier, s'il n'y a pas assez de détails, ça va avoir l'air des taches de couleur. Et s'il y a trop de détails, les couleurs, comme il va y avoir un conflit, ça commence à avoir l'air comme un dessin fait à la main avec crayon, puis les couleurs, ils viennent comme, puis n'ont pas de rapport. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre cet aspect, avoir un bon fond de dessin avant de colorier. Donc, des fois, je vous le dis maintenant, si je résume, on fait par exemple un dessin technique de plan. Et après, pour le colorier, on ne va pas utiliser le même dessin. On met une feuille par-dessus, on retrace seulement les éléments qui sont nécessaires pour nous à retracer pour les couleurs. Donc, dans un dessin technique, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir. Donc, la meilleure chose à faire sera de retracer seulement avec les éléments nécessaires. Et ça m'amène directement au deuxième point. Il faut qu'il y ait une certaine hiérarchie des lignes ou de la modulation. Et l'hiérarchie des lignes ici, ce n'est pas nécessairement la même hiérarchie que le plan technique. Donc, si vous regardez dans cette perspective, regardez la poutre. C'est un bon exemple. Donc, la poutre ici, cette ligne de la poutre, elle différencie avec un plan. Donc, vous avez ici un autre plan. Donc, je vais différencier entre le plan de bas de poutre et entre le fond de plafond. Donc, cette ligne devient importante pour démarquer. La deuxième ligne est une ligne moyenne. Elle est importante pour comprendre l'épaisseur. La troisième ligne, elle n'est pas nécessaire parce qu'il y a de la texture de plafond et ça rencontre la face de la poutre. Donc, je peux ici mettre une ligne très fine. La même affaire autour de la fenêtre. Ici, il y a une démarcation de plan. Donc, la ligne ici, elle sépare entre mur et vide. Donc, elle était plus importante. Regardez ici, par exemple, la vase. C'est un excellent exemple. La vase, entre la vase et le mur, c'est solide à solide et ils sont proches l'un de l'autre. Donc, la ligne, elle était moyenne. Tandis qu'entre la vase et l'extérieur, en solide et vide, là, la ligne est plus accentuée. Le contour des objets, regardez le sofa ici. Le contour des objets, des fois, il peut être un peu plus démarqué. Et dans les perspectives de ce style, les lignes n'ont pas besoin d'être parfaitement contenues. Tandis qu'à l'intérieur du sofa, les lignes se perdent un peu. N'oubliez jamais que ça, c'est des dessins faits pour être coloriés. Ne mélangez pas ça avec une perspective à 2 points de fuite présentée seulement avec les crayons. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, regardez les textures, comment sont toutes fines. Donc, les textures, on ne les permet pas de venir jurer sur le reste du dessin. Parce que c'est après les couleurs qui vont donner cette texture-là à sa vie. OK. Le troisième, l'illumination. Donc, dans l'illumination, déterminer les sources de lumière, c'est très important. Tu commences, ça, c'est la même chose aussi que l'ombre et l'ombrage. C'est les mêmes règles pour les deux. Pour faire ça, parce que là, tu t'approches, tu ne dois pas faire l'ombrage avec les crayons. Tu veux les colorier.
Mais ça, c'est juste pour comprendre et c'est ça ce qu'il faut un peu faire après. C'est-à-dire que tu détermines tes sources de lumière. Tu as la fenêtre, tu as la, la lumière, tu as le feu. Après que tu détermines ça, tu projettes les rayons et tu détermines où est-ce que sont les obstacles. Par exemple, pour le feu ici, la vase est un obstacle. Le petit sofa et tout, ça c'est des obstacles. La lumière ici, l'abat-jour est un obstacle. La table, c'est son obstacle. Et la fenêtre, bon, mais il y a les éléments qui sont à côté sont les obstacles. Donc, après qu'on fait ça, on détermine les frontières des ombres. Donc, on regarde ici. Je dis, si la lumière rentre par là, je dessine ma ligne pour définir les frontières. On a déjà vu ça. C'est juste pour vous dire les étapes maintenant. C'est comme un résumé. Et par la suite, décider des zones claires. Donc, je vais dire ici, ça va être très éclairé. Mais mis à part ici le soleil, vous allez voir qu'il y a 3 autres endroits que j'ai décidé qu'ils soient des zones claires. Une, c'est celle-là. La deuxième, regardez cette face du sofa. Mais le soleil ne touche pas cette face du sofa. Mais j'ai décidé de la rendre claire pour créer ce contraste entre clair et obscur. Je veux le faire ressortir. Je me suis dit, si c'est des côtés du soleil, donc je vais le faire éclater, ressortir. La même chose pour ici. Cet endroit, le tapis. Mais en réalité, le soleil n'y arrive pas. Mais je l'ai fait quand même, j'ai fait comme un spot éclairé. Dans le plafond, il y a des éléments que je vais décider aussi de la même chose. Donc, le bas de la poutre, le plafond à certains endroits, les endroits où la surface est très grande, je vais décider de certains endroits. On va voir tantôt, il y a une technique pour l'établir. Puis, quand vous auriez bien avancé, ce que vous faites, vous fermez les yeux au plus que vous pouvez. Vous pouvez voir à peine et vous regardez votre image en clair-obscur. Donc, vous essayez de voir, est-ce que l'image est bien équilibrée? Il y a une tache de lumière ici, tache là, puis le reste est obscur. Est-ce que l'équilibre est bon? Donc, ça, c'est pour l'illumination, l'ombre et l'ombrage. Donc, ça, c'est les étapes à suivre avant de commencer à colorier. Après, maintenant, vous me dites pour le plan, par exemple. Mais le plan, c'est la même chose. Tu veux colorier ton plan, il faut que tu décides avant. Donc, si je prends l'exemple pour le plan, je dis avant, je fais mon dessin. Après ça, je décide de l'hiérarchie des lignes de mon dessin. Donc, je le dessine avec l'hiérarchie, la modulation. Ensuite, je choisis où est-ce qu'il va avoir la lumière. J'ai fait en fin avec un crayon 5H ou quelque chose comme ça. Où sont les endroits, je les encercle en dégradé s'il le faut. Donc, je peux prendre le luminaire et je fais un premier cercle autour. Je dis, ça, c'est ma première zone d'éclairage direct. Un autre plus loin, ça va être moins atténué. Et après, il va y avoir peut-être une troisième. Donc, si je regarde ici, je vais voir si je l'ai. Oui, ici, cette luminaire. Donc, je vois qu'elle a fait un spot de lumière ici autour du feu. Donc, je vois mon premier cercle, je vois mon deuxième cercle, et là, on a arrêté là à 2 cercles. Pour certains endroits, surtout sur un plan, après avoir trouvé mes luminaires, je peux dessiner au moins 2 cercles. Le premier cercle qu'on appelle hotspot, donc c'est ma lumière directe, et la deuxième, ça s'appelle fall off, donc c'est ce qui suit. C'est le dégradé qui suit la lumière. Donc, très bien. Maintenant, on arrive à Mélanie, tu as une question? Oui, parce que ça a rapport à la luminosité, là, j'ai toujours eu de la difficulté à comprendre quand une pièce a plus qu'une façade qui a des fenêtres. Comme exemple, la Villa Savoie, sur 4 surfaces, il y en a 3 qui a de la C'est bon. fenestration des C'est vitrines. bon. OK. Mais tout dépend d'où est-ce que le soleil rentre. Donc, tu décides si le soleil rentre du côté est, sud, ouest, dépendamment de quelle façade la lumière rentre. Donc, toi, tu vas identifier ta source de lumière. On retourne ici, déterminer la source de lumière.
Donc, si ta source, elle va venir d'un côté spécifique. Genre, il ne faut pas imaginer les fenêtres comme des projecteurs qui captent la lumière du soleil puis ils projettent de tous les côtés. C'est pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe comme ici, par exemple, j'ai ma fenêtre, elle est sur deux plans. Alors, mon soleil, il rentre du côté gauche, disons côté ouest, et l'autre, c'est le côté nord. Donc, mon soleil, l'ombrage, il est projeté en fonction de la source de lumière. Ça répond à ta question? Oui, merci. C'est parfait. Donc, maintenant, j'arrive ici à cette notion, les notions sur la couleur. Et ces notions, ils vont définir votre grille d'évaluation pour ce travail et avec d'autres éléments aussi, et pour le travail de fin de session, quoi qu'il soit fait à l'ordinateur ou à la main, ou je ne vais pas rentrer dans ces détails, on va en parler tantôt. Alors, je vais juste passer à travers ces quelques points importants à prendre en considération lorsque vous voulez colorier. D'accord? La première chose, le ton local. Donc, je vais expliquer chacun, dire c'est quoi. Vous allez voir que chacun, il est expliqué sur un cliché à part. Donc, c'est quoi le ton local? On l'appelle en anglais local tone. C'est une notion qui dit que une texture, chaque texture a un ton local propre à elle. Ce qui veut dire que dans les mêmes conditions, avec le même éclairage, si tu prends ton granit et ta brique, chacun il va avoir une tonalité différente. Cette tonalité, elle est le résultat des propriétés physiques de la texture, qui fait que, par exemple, la brique, elle est mat, donc elle reflète moins, elle a une tonalité différente, elle reste assez constante dans sa tonalité, tandis que le granit, elle reflète plus et il a un niveau de luminosité plus élevé. Déjà en partant, son niveau de luminosité, il est plus élevé. Et je parle qu'on est dans le même, sous les mêmes influences et les mêmes propriétés d'éclairage qui nous entourent. Donc, chaque texture, elle a sa propre tonalité. C'est très intéressant de prendre connaissance d'au moins de quelques matériaux comme le bois, le stucco, le métal. Donc, la tonalité générée par, si vous les observez comme il faut, vous allez voir que baissez la lumière dans votre salon à vraiment bas et regardez les matériaux autour. Il y a des matériaux qui vont se distinguer, d'autres, ils vont s'effacer. Normalement, ceux qui vont se distinguer, c'est ceux qui ont des pigments de couleur plus vive. Donc, ici, le blanc de granit, par exemple, il a comme une tendance à s'éclairer un peu plus. Donc, ça, c'est la première chose à prendre en considération. Lorsque vous voulez colorier, prenez soin d'observer ce type de matériaux pour savoir comment vous allez les colorier. Par exemple, nous avons beaucoup de types de bois. Le bois maple de l'érable, il a une tonalité plus basse, lui, puis le bambou. Tandis, par exemple, le oak, il a une tonalité plus vive. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va vous affecter pour faire le choix des types de couleurs. Si, disons que les deux sont oranges, vous allez choisir quel orange pour chacun. Donc, un, il va avoir un orange plus vive, l'autre, il va avoir un orange plus terne. Et comme ça, vous allez faire le choix en fonction de ça. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le chiaroscuro. Et c'est quoi ça? Ça, c'est un terme qui a été inventé dans le temps de Leonardo da Vinci, dans le temps de la Renaissance. Mais ce n'est pas Leonardo da Vinci qui l'a inventé, je ne sais pas c'est qui, là, mais c'est dans cette période, c'est lui qui l'a défini en tout cas. Dans le temps de Renaissance, on a inventé la perspective et l'effet tridimensionnel dans la perspective. Avant ça, presque tous les dessins étaient faits en 2D. Donc, l'effet chiaroscuro, c'est l'effet tridimensionnel dû à l'ombre et l'ombrage.
Donc, si vous regardez, par exemple, si je prends une vase et je crée des tonalités dégradées du côté éclairé au côté plus sombre, à un moment donné, en le regardant, je sens la tridimensionnalité de la forme. Regardez ma tête, par exemple. Vous voyez l'effet tridimensionnel de ma tête, la lumière qui frappe ici, c'est éclairé. En allant vers là, c'est plus foncé, surtout en bas, c'est plus foncé. Donc, ça vous permet d'améliorer de beaucoup vos dessins. Si vous êtes en élévation et vous voyez une colonne cylindrique, puis vous voulez créer l'effet que cette colonne n'est pas rectangulaire. Donc, vous voulez vraiment donner l'effet que c'est cylindrique. Alors, ce que vous faites, vous regardez où est-ce qu'il y a la lumière, vous allez créer cet effet tridimensionnel. Par la suite, là, il faut que vous connaissiez ces termes. C'est un peu comme un musicien qui apprend la musique, il connaît comme les termes. Le troisième, c'est la couleur de l'ombrage. Donc ça, c'est une réalité. Certains gens, lorsqu'ils dessinent l'ombre, ils le dessinent en noir. En réalité, l'ombre ou l'ombrage n'est pas noir. Il est plus foncé, oui, mais il n'est pas noir. C'est la texture même qui devient plus foncée. Donc, la meilleure façon de le voir, que moi je le vois, c'est de prendre par exemple des couleurs monochromatiques, et tu prends par exemple dans l'échelle moyenne pour la texture lorsqu'elle est sous l'effet de la lumière, et l'échelle la plus sombre lorsque tu es dans l'effet de l'ombrage. Mais c'est toujours la même couleur. C'est juste qu'à un moment donné, il est beige, de l'autre côté, il devient brune. Mais ce n'est pas parce que c'est sous la lumière que c'est blanc et dans l'ombre, c'est noir. Donc, il faut juste garder ça en tête. Une texture sur l'effet de l'ombrage, elle a une couleur. Elle n'est pas noire. Maintenant, la gradation. La gradation, il faut savoir que dans la vraie vie, il n'y a presque aucune surface monotone. Il n'y a aucune surface qui a une seule couleur. Et ça, je l'ai remarqué quand on est débutant et on fait les premiers coloriages, on a tendance à prendre du feutre, puis colorier tout égal, ou avec l'aquarelle, tout égal, une surface monotone. En réalité, il n'y a aucune surface monotone dans la vie. Donc, on est soit sous l'effet de la lumière, soit sous l'effet de l'ombre, soit sous l'effet de nuances venant de plusieurs directions, de l'illumination, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Et déjà, les textures elles-mêmes, elles ne sont pas, elles ne sont pas monotones. Même si tu prends une texture que tu mets un éclairage parfait par-dessus, ce n'est pas monotone parce qu'il y a déjà des nuances dans la texture. Donc, gardez ça en tête, des techniques à utiliser normalement. On prend le feutre et on colorie par-dessus avec un crayon de bois ou avec du pastel pour créer des effets de nuances. Donc, la multiplicité de couleurs. Ça, c'est un phénomène très facile à comprendre. C'est que des fois, on perçoit une couleur quelque part. Disons que vous marchez dehors, vous regardez les gazons, puis le gazon, il a l'air jaune. Si vous approchez comme il faut du gazon, vous allez voir que ce n'est pas jaune. C'est qu'il y a certains grains de gazon qui sont verts, certains qui sont vert foncé, certains qui sont jaunes, certains sont beiges. Mais quand vous êtes loin, vous voyez l'ensemble comme une couleur. Donc, ça, c'est vraiment à garder en tête, même pour votre façon de colorier un tapis ou un tissu. C'est que vous n'avez pas besoin d'aller prendre le résultat final et le colorier. Vous pouvez colorier en pigments différents pour créer une perception générale. Une multiplicité de couleurs très rapprochées, elle peut créer un effet de perception d'une seule couleur. On peut l'utiliser pour le côté positif ou négatif. Donc, quand on fait cette perception générale, puis on dit, ah, on le voit avec cette couleur, et on veut reproduire la couleur dans notre rendu, puis la surface est trop petite, donc comme ça, on n'a pas besoin d'aller colorier tous les pigments. On peut l'utiliser à notre avantage et utiliser la couleur résultante. La couleur résultante. Tandis que lorsqu'on travaille en détail, on peut faire le contraire et aller la démasquer ou la décomposer.
Je vais prendre quelques minutes encore, juste pour finir ça. Donc, par la suite, la perspective atmosphérique, c'est quoi? C'est que cette notion de savoir que les couleurs changent pour devenir un peu plus bleutées ou blanchies. Donc, la couleur devient tout simplement blanchie lorsque elle subit l'effet de l'atmosphère, comme par exemple le brouillard et l'effet lointain dans l'espace. La même chose, je pourrais vous dire que ça arrive lorsque il y a de l'humidité dans l'air, admettons à l'intérieur, dans la cuisine, ou dans le sauna. Ça, c'est un meilleur exemple. Admettons que votre design intérieur, vous faites un sauna. Dans le sauna, il y a la vapeur d'eau qui crée un effet humide dans l'air. Et là, quelque part, vous avez une lumière dans le sauna. Donc, autour de la lumière, vous allez voir un effet qu'on appelle volumetric light, la lumière volumétrique. Et cet effet, elle va faire lorsqu'elle est devant le bois, donc le mur de bois du sauna, ça va créer un effet de blanchir un petit peu la texture. Attention, vous ne prenez pas un brin de bois et vous allez vers le beige. Ce n'est pas ça ce que vous faites. Dans l'effet perspective atmosphérique, vous prenez l'effet de bois et vous mettez du blanc devant. Ça, c'est un peu différent comme façon de faire. Alors, je regarde ici les 3 montagnes et la 4e et la 5e, il y a plusieurs plans. À chaque fois, à chaque plan, on a mis un peu de blanc par-dessus la couleur originale qui était vert foncé. On a mis un peu de blanc. Un peu plus loin, on a mis encore plus de blanc. Un peu plus loin, c'est toujours la même couleur. Donc, quelqu'un peut me dire, ça a l'air de couleur monochromatique, c'est vrai. C'est le même vert qui va en se blanchissant. C'est très différent d'une couleur qui tout simplement, on augmente son pigment de couleur dedans pour qu'il devienne plus vive. Ce n'est pas la même affaire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle perspective atmosphérique. La réflexion. Donc, vous allez voir que lorsque vous allez faire vos rendus, vous allez avoir quelques matériaux qui font la réflexion. Si je regarde cette image en haut, vous regardez par-dessus la table, il y a des endroits où il n'y a pas de réflexion, c'est lorsqu'on est complètement très proche d'un objet. Et des autres côtés, ça devient comme réfléchi. Donc, la réflexion, en réalité, pour que vous puissiez la réussir, c'est tout simplement de rendre un matériau moins coloré. Donc, si ton matériau de plancher, il est par exemple granit orange, comme celui-là. L'orange, au départ, quand tu vas regarder, disons que c'est orange niveau, c'est une échelle de 1 à 10. C'est un orange 7 sur 10, un orange très présent. Lorsque on est en mode réflexion, déjà, il va tomber à 4. Il va être beaucoup plus, elle va être plus terne, moins colorée, et on va perdre les pigments des textures. Donc, si par exemple, tu as une texture claire des tuiles, mais dans la réflexion, tu perds la texture un petit peu. Tu vas la voir, mais elle est beaucoup moins présente. Donc ici, vous allez voir le brun. Nous, on voit ça comme si c'est vraiment brun la table. Mais en réalité, si vous regardez le coloriage, ce n'est pas aussi brun que ça. La couleur brune réelle de la table, c'est celle que vous voyez sur les côtés. C'est quasiment noir et qu'on voit en dessous des objets. Mais venez juste ici. Ce n'est plus la même affaire. Allez-y encore là-bas, c'est encore moins clair, c'est encore moins foncé. Donc, il y a aussi dans la réflexion un autre effet important à savoir, c'est l'effet spéculaire, qui est l'effet de là où la lumière frappe sur les côtés sur l'angle d'incidence. Donc, si je regarde le pot dans le fond, le côté blanc, c'est lorsque la lumière frappe sur le côté spéculaire. Donc, c'est mon verre ici, vous le voyez juste là. Donc, ça, c'est le côté spéculaire. La couleur générale, on l'appelle couleur diffuse et le côté éclairé, on l'appelle spéculaire. Donc, pour les pieds de la table, on le voit parfaitement.
Et l'effet est incroyable. On sent quasiment le métal. Pourtant, c'est juste dessiné à la main. J'aimerais d'ailleurs vous inviter à bien regarder ces dessins. Ces dessins, moi, je l'apprécie beaucoup. Regardez comment les lignes à certains endroits ne sont même pas complétées. On n'a pas besoin de les avoir complétées. Regardez comment les lignes se dépassent l'une l'autre. Mais tu regardes, tu fermes les yeux un peu, puis ça a l'air réel. Mais en même temps, tu vois que c'est un dessin. Il y a quelque chose de vraiment fascinant dans ce dessin-là. Donc, la même affaire lorsque je regarde l'autre dessin en bas, les fenêtres qui sont réfléchissantes, elles sont beaucoup plus ternes, plus foncées, et à certains endroits, on voit de la réflexion dedans des objets qui sont dehors. Maintenant, ce que j'aimerais que vous apercevez, maintenant, on regarde l'effet contraire, OK? Regardez le pot coloré avec les fleurs. Donc là, elles ont l'air, les couleurs sont vives, elles sont présentes. Mais lorsque je regarde la réflexion dans la fenêtre, c'est pas la même couleur. Elles sont beaucoup plus ternes, beaucoup moins colorées. Donc le rouge, il est là, mais c'est un rouge très foncé, très terne. Le pot, il est là, mais le pot, il est encore terne. Donc là, ce que vous voyez ici, vous voyez deux situations sur la réflexion. La situation de la texture même qui réfléchit, qui devient moins présente, et lorsque des objets qui sont réfléchis dans la vitre ou dans l'eau, elles sont aussi moins présentes. Il ne faut pas trop exagérer leur présence, sinon elles ne sont plus, on ne sent plus la réflexion, on pense qu'il y a un dédoublement des objets. OK, donc on regarde la luminosité. La luminosité, c'est très simple. Les couleurs vives sont perçues lumineuses lorsqu'elles sont entourées de couleurs sombres. Donc, je regarde par exemple ce beige, il a l'air d'un beige. Il a l'air juste d'un beige normal. Je le regarde à côté d'une couleur qui a quasiment le même niveau de, de foncé et il a l'air normal. Mais tu le regardes autour de noir, tout à coup, ça a l'air d'une lumière allumée. Donc, ça, c'est nouveau. Imaginez ça, ce côté. Imaginez-le comme un bâtiment pendant la nuit. Vous regardez le bâtiment et ça, c'est une fenêtre. Donc, regardez juste en bas, regardez le mur et regardez les fenêtres allumées. Les fenêtres allumées, ce n'est rien qu'une couleur jaune, une couleur jaune orangée. Mais la couleur jaune orangée, tu la dessines sur le blanc, ça a l'air juste d'une couleur de bois. Mais tu la dessines sur une surface foncée, tout à coup, ça a l'air comme de la lumière qui sort. OK? Donc, cette perception, il faut l'utiliser à notre avantage. Niveau de luminosité des couleurs, donc ici, on l'accentait encore plus. C'était pendant la nuit, tu veux planter des luminaires qui allument. Donc, tout simplement, tu prends la couleur de la texture, qui est vert dans ce cas-là, et tu la rends beaucoup plus claire. Donc, tu vas prendre le vert. Qu'est-ce qui est, selon la courbe monochromatique, la couleur la plus éclairée du vert? C'est un vert jaunâtre. Donc, tu mets ça autour du noir, tu noircis le reste, puis là, tout à coup, ça a l'air de la lumière. Et finalement, l'éclair obscur, c'est cette tendance qui vous permet de créer une homogénéité ou un équilibre d'image. Vous avez à fermer les yeux avant de colorier et regarder votre image pour savoir quoi rendre lumineux, quoi rendre foncé. Donc, avant de colorier votre plan, il faut que vous preniez soin de bien vérifier ces paramètres. Et lorsque vous terminez de colorier, normalement, vous devez cocher à côté de chaque. Donc, vous devez dire, oui, j'ai choisi les bonnes couleurs de ton local. Je sens les effets 3D parce que j'ai créé les effets. J'ai bien géré les couleurs de mon ombrage. Je n'étais pas allé le mettre noir complètement, mais je leur avais donné la bonne tonalité, la gradation, la multiplicité de couleurs. Si jamais je suis autour d'une lumière qui fait une lumière volumétrique, donc je lui donne un effet atmosphérique. Et ça, là, l'effet atmosphérique, ici, par exemple, regardez la lumière, là, la lumière de poteau. Et juste à côté de la lumière de poteau, la lumière, elle projette sur le mur. Qu'est-ce qu'elle
elle crée un effet atmosphérique sur le mur quasiment. Donc, la texture du mur, elle est blanchie un petit peu. D'accord? Donc, dans l'éclair obscur aussi, il faut que vous fermez les yeux et vous dites sur mon plan ou mon élévation, qu'est-ce qui sera obscur, qu'est-ce qui sera éclairé, puis vous faites une espèce d'un équilibre. Donc, prenez une petite pause. À 10h20, on retourne, puis je vais vous expliquer certaines tendances sur comment utiliser le trait de feutre ou des crayons à bois ou le pastel. Donc, comment se servir un petit peu pour créer des effets différents. Donc, on retourne, disons, à 10h25. C'est bon pour vous? Donc, pour les feutres, vous allez voir qu'il y a deux types ou deux regroupements de feutres qui se vendent. Il y a le regroupement qu'on appelle les prismacouleurs. Il y a comme des couleurs qui sont plus douces. Moi, quand j'ai fait ma technique, on nous vendait seulement ces couleurs pour ne pas s'aventurer avec des couleurs trop vives. Mais vous, en design intérieur, des fois, vous avez besoin d'aller comme explorer d'autres types de couleurs. Ce n'est pas nécessairement le seul. Comme vous pouvez le remarquer, les feutres, ils créent un effet entre, à chaque fois que vous faites un passage. Donc, on va voir tantôt comment nous allons le traiter. Maintenant, les feutres sont souvent comme regroupés en gabarits qui vont ensemble. Donc, théoriquement, lorsque on colorie par exemple cette couleur et cette couleur, c'est presque la même, mais en plus clair et plus foncé. Donc, en allant d'ici jusqu'à là, c'est une échelle monochromatique. Si jamais vous avez besoin d'aller blanchir, si par exemple je peux penser que ça c'est la couleur d'une table, en allant vers une couleur plus vers ça, on pourrait sentir la réflexion lumineuse, par exemple. Donc, le deuxième qu'on peut se servir, c'est les crayons de bois. Moi, personnellement, je travaille seulement avec 3. J'essaie d'éviter l'aquarelle parce que l'aquarelle requiert des types de papier spécifiques. Donc, je ne peux pas travailler avec l'aquarelle en mélangeant avec les autres, à moins que vous faites quasiment aquarelle au complet. Et vous pouvez complémenter un petit peu avec les crayons à bois. Mais l'aquarelle, il a des défis. La beauté de l'aquarelle, c'est qu'elle n'est pas chère. Mais de l'autre côté, il a le défi du papier. Le papier, c'est ça qui fait toute la différence. Et si vous utilisez le mauvais papier, il va plier, il va faire des effets désagréables. Alors, avec les crayons à bois, comme vous pouvez voir, on l'utilise surtout pour la finition. Donc, pour la correction de certains éléments, pour accentuer, pour créer la réflexion, donc pour créer la texture soit des textiles, de tapis ou autre. Le troisième qu'on utilise, c'est le pastel. La beauté du pastel, c'est qu'il est possible de les gratter et faire une poudre avec. Et avec la poudre, tu peux l'étaler sur une surface et la travailler avec un peu d'humidité. Déjà, avec l'humidité de doigt, c'est déjà suffisant. Donc, ça peut colorier avec cette poudre-là. Je peux la placer comme au fond, comme je peux l'ajouter par-dessus. Et déjà aussi, le pastel, c'est bon pour créer aussi des surfaces accidentelles, avec un coloriage accidentel pour que ce ne soit pas trop uniforme. Si on veut chercher quelque chose de très uniforme, on peut aller avec le feutre. Mais lorsqu'on veut créer quelque chose accidentellement varié, le pastel est le meilleur pour le faire. Parce que tout dépend comment tu l'étales, il va changer de texture à chaque fois. Le quatrième, c'est l'accent. Donc, pour créer un accent, des fois, on utilise le liquid paper ou avec des crayons marqueurs qui viennent par-dessus. Donc, ça, c'est pour ajouter certains détails
Par exemple, avec le liquid paper, j'ai déjà utilisé pour créer la réflexion spéculaire. Tu le mets sur un côté que tu veux que ça soit plus blanchi, pour qu'il soit encore plus clair. Surtout lorsqu'on utilise un fond ou un médium d'une feuille pas totalement blanche. Donc, si tu travailles sur une feuille jaune, par exemple, tu colories dessus, et à un moment donné, tu veux le blanc blanc, et le blanc qui sort fort. Donc, les liquid paper, des fois, ça peut beaucoup aider. Maintenant, pour les techniques. Pour les techniques, la première technique qu'on va faire, ça s'appelle des even wash. Donc, c'est l'espèce de lavage surfacique égal. Une des meilleures façons de faire, lorsque vous faites avec le feutre, le truc, c'est qu'il faut aller le plus vite possible parce qu'il contient un alcool qui va s'évaporiser au fur et à mesure que vous coloriez. Normalement, l'évaporation, elle peut être peut-être à l'intérieur de 1 à 2 secondes. C'est très rapide. Donc, avec le feutre, il est conseillé, par exemple, de ne pas faire des très longues lignes parce que le temps que tu retournes au début, le début aura déjà séché. J'ai déjà vu des gens qui colorient un peu comme l'aquarelle, mais ce n'est pas conseillé. C'est-à-dire que ils placent, le pinceau, mais dans ce cas-là, le feutre, et ils ne l'enlèvent pas, ils le gardent et juste ils colorient en étalant la couleur. Ça devient, c'est un effet aquarelle avec le feutre, c'est-à-dire que tu essaies de jeter le plus d'encre possible, de créer un lac ou un flanc de peinture, et par la suite l'étaler. Sauf que souvent, l'alcool s'évaporise beaucoup plus vite que vous le pensez et ça crée une tache pas trop belle. C'est que j'ai vu que la meilleure façon, vous avez ici 2 méthodes. La première, lorsque on fait des lignes droites, il faudrait déterminer la frontière de l'endroit à colorier. Tu commences avec ça. Puis tu vas aller dans le même sens, faire des traits. Donc, tu es comme une imprimante. Et ce que tu fais, tu essayes de ne pas trop superposer chaque passage de feutre par-dessus l'autre. Parce que, comme vous voyez, chaque superposition, elle crée un dédoublement de couleur, ce qui le rend plus foncé. La même chose pour le point de départ et l'arrivée, parce que quand on veut partir, on met le feutre, donc là, il jette plus d'encre, et là, on fait le passage, et on arrête, et il jette aussi de l'encre. Donc, on peut se servir de cette orientation de feutre pour exprimer certaines textures. Donc, si par exemple le bois de votre plancher va dans un sens spécifique, utilisez les traits des feutres pour aller dans le même sens, surtout en plan. Donc, comme ça peut aider pour l'expression. La même chose, on pourrait l'utiliser pour la brique. Moi, quand je fais l'extérieur pour la brique, je les place à l'horizontale, mes feutres. Et de cette façon, ça exprime un petit peu l'orientation des briques. Bien sûr que je dessine la brique en dessous, donc je peux voir les vraies briques, mais aussi les lignes des feutres, ça fonctionne. Maintenant, si vous avez des surfaces qu'il faut qu'elles soient parfaitement lavées, donc vous ne voulez aucun effet des marqueurs, ce que vous faites après que vous allez dans un sens, vous allez tourner dans l'autre sens et faire dans le sens opposé. Vous voyez? Et une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, et ça donne déjà cet effet-là. Maintenant, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça devient vraiment foncé. Et si vous travaillez avec un papier fragile, il va finir par se déchirer. Donc, l'idéal, c'est que, bien sûr, vous devez avoir un bon papier. Le meilleur papier pour le faire, c'est le papier Bond, B-O-N-D.
Donc, il faut acheter, ça se vend dans toutes les places à des différents formats, 11-17 ou 8,5 par 11. Si jamais vous ne trouvez pas chez Bureau en gros, vous allez chez des imprimeurs. Ils les coupent sur mesure pour vous. Donc, ils vous font, par exemple, euh, 50 feuilles de 11 par 17. Par exemple, chez MP Photo, ils font ça. Vous pouvez imprimer chez eux, vous pouvez photocopier chez eux vos travaux colorés. Ils scannent, mais aussi vous pouvez acheter. Je ne fais pas la promotion d'MP Photo. Si vous trouvez une autre place, c'est tout bon. Moi, ça, c'est la place où j'allais quand j'étais étudiant. Maintenant, pour faire le lavage uniforme d'une surface avec les crayons, ce que vous devez faire, vous prenez les crayons, vous avez déjà essayé probablement, vous prenez les crayons du côté et vous ne le prenez pas de la pointe, prenez de côté, vous le faites de côté. Donc, avec ça, vous faites ça fin. Et si vous voulez que ça soit plus foncé, vous retournez, vous faites une deuxième fois et essayez de les faire proches sans faire beaucoup de pression, uniquement de côté. Donc, ça, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Pour le pastel, alors comme vous pouvez le constater, on vient avec un X-Acto, on gratte le pastel et on fait de la poudre. Maintenant, avec la poudre, tu places ta poudre à l'endroit que tu veux remplir et avec un Scott Towel, donc avec une serviette, moi, j'aime pas mouiller parce que si vous l'utilisez mouillé, ça va déchirer la feuille. Le pastel, déjà, vous le faites avec les doigts avant. Il y a un peu de sueur dans le doigt, n'est-ce pas? Donc, en les faisant, c'est notre sueur est un peu huileux en plus, donc c'est superbe. Il va créer une très belle texture sur la feuille. Après que vous avez fait ça, vous prenez un Scott Towel, vous le nettoyez. Donc, vous l'étalez un peu plus. Et pour nettoyer, c'est sûr que ça va faire de la saleté. Ça, c'est la question qui retourne le plus. Vous me dites, ça fait de la saleté autour. Alors, à ce moment-là, vous prenez les faces électriques et vous nettoyez les endroits. Le pastel s'efface très bien avec les faces électriques. Ça, c'est la deuxième technique. Là, vous faites la troisième. Donc, les even wash, que ce soit avec le feutre, avec les crayons et avec le pastel. Mais dans la plupart des cas, ce qu'il faut faire, il faut modifier. Donc, pour modifier maintenant, mais avant de modifier, en fait, il y a le dégradé. Pour le dégradé, c'est vraiment pas compliqué. Pour un plancher, par exemple, que tu aimerais que ça soit plus foncé d'un côté, plus clair de l'autre côté, je vous conseille de ne pas utiliser différents crayons, mais vous utilisez le même crayon avec la même couleur. Vous commencez du fond et vous faites vos lignes parfaitement parallèles aux lignes de perspective. En plan, vous le faites euh, parallèle ou perpendiculaire à la fenêtre, mais parallèle à l'orientation de votre plancher. Et ce que vous faites, vous allez d'une façon... Mais normalement, on ne fait pas de dégradés en plan. Vous allez le faire surtout en perspective parce qu'on le voit dans le fond là-bas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez de l'intérieur en allant vers l'extérieur. Vous faites ça, c'est votre première couche. Puis après, vous recommencez de l'intérieur et vous arrivez à un certain niveau, admettons ici. Après, vous partez et vous arrivez, vous arrêtez ici. Après, vous le faites, vous arrêtez ici. Et après, vous arrêtez là. Donc, ce qui fait que ça va créer un dégradé vers l'extérieur. Puis, il y a une autre technique aussi, c'est qu'en les faisant, des fois, on peut s'élever un peu la pression. Donc, après que tu fais ta première couche, la deuxième, lorsque tu arrives à un certain niveau, tu lèves un petit peu la pression et tu continues fin pour que ça blende bien. Très bien. Donc, avec les crayons aussi, c'est possible. On peut utiliser exactement la même technique. Donc, avec ton crayon, tu fais ta première couche. Sauf qu'avec les crayons de bois, il est très difficile d'utiliser le même crayon et créer un dégradé à moins qu'on utilise la pression. Moi, je ne suis pas un grand amateur de la pression. Je trouve que ça détruit la feuille et ça se voit.
Normalement, une feuille ne doit pas être gravée. Il faut qu'elle soit toute aplatie et belle. Donc, pour cela, je suggère, pour créer de dégradés, d'utiliser deux crayons, 3 crayons, et on les fait finement. On prend la deuxième, il faut qu'il soit exactement dans la même tonalité, mais un légèrement plus foncé que l'autre, et on le fait de cette façon. Pour le pastel, mais ça, c'est super facile à faire parce que une fois que vous l'étalez, le pastel, tu peux gratter d'un autre crayon un peu plus foncé, tu peux tu peux mélanger les poudres ensemble. Donc, une fois mélangé, tu peux les étaler à certains endroits et les rendre plus foncés. Maintenant, il arrive que on aimerait blender ou mélanger deux couleurs. Donc, tu as une brique qui a une couleur plus brun foncé, par exemple. Tes fêtes ne le produisent pas. Donc, tu vas faire quelques tests sur ta feuille en faisant un passage avec un feutre et après un passage avec un autre. Maintenant, il y a un point important si vous faites ça. Ne le faites pas pendant que le premier passage est encore liquide. Il faut le laisser sécher. Pourquoi? Parce que vous allez détruire votre crayon de couleur. Si tu passes sur une autre couleur qui est encore liquide, la couleur va pénétrer dans la pointe de votre feutre et il va changer la couleur. Comme ça, la prochaine fois que vous coloriez, vous ne serez pas en mesure de contrôler la coloration. Donc, on est capable de faire feutre par-dessus feutre. C'est possible. Avec un feutre par-dessus feutre, mais vous laissez la première couche sécher et vous passez par-dessus. Il est possible de donner des textures différentes mélangées. Maintenant, je suis capable de faire crayon de bois par-dessus feutre. Et ça, c'est le plus populaire que je connais. Donc, la plupart des gens, ils colorient avec le feutre et par la suite, ils viennent avec un crayon à bois et avec ça, ils vont faire certaines démarcations, certaines nuances, certaines affaires. Cependant, il est possible aussi de faire feutre par-dessus feutre, puis après crayon, dépendamment de ce que vous voulez chercher comme effet. Et le troisième, c'est bien sûr le pastel par-dessus le feutre. Donc, le pastel par-dessus le feutre, c'est très intéressant pour créer plus de nuances. Donc, admettons, avec le feutre, tu es allé chercher quelque chose de très uniforme. Et là, tu mets des pigments à certains endroits. Et tout dépend de c'est quoi l'effet que tu veux chercher. Mais il se peut même que des fois, pendant que le feutre est encore frais, tu jettes les pigments directement dessus et puis ils vont créer des effets, si c'est des effets que tu cherches. Donc, c'est très commun d'utiliser ça. Ça, c'est une technique très appréciée. Puis la dernière, mais il est possible, comme vous voyez, regardez ça, il est possible de faire les crayons par-dessus le pastel et les marqueurs. Donc, toi, ce que tu as fait, admettons, tu as commencé avec le feutre pour ton plancher. Regardez la beauté de ces tuiles. Après que tu as fait ça, tu es venu avec les pastels et tu as mis une texture. Texturer un peu le feutre et aussi, avec le pastel, tu as enlevé l'effet de marqueur, l'effet des lignes. Donc, tu as mis par-dessus, avec un tissu, avec ton doigt, puis après un tissu, tu es allé l'étaler. Donc, tu as atténué les marques de marqueur. Et là, tu viens avec ton crayon à bois blanc et tu dessines les joints. Ou regardez, pour les poutres de bois, tu dessines les traits de bois. Tu viens finaliser les coins, tu viens nettoyer, créer des petits effets. Donc, ça, c'est la technique que je vois le plus. Donc maintenant, une chose importante, une fois qu'on aura terminé la peinture, il faut savoir fermer les yeux un petit peu et regarder les deux images. Donc, il faut savoir quand est-ce que mon image est terne et est-ce qu'elle est supposée d'être comme ça ou elle doit bien ressortir.
Ça s'appelle Color Balance. Beaucoup de gens le font sur Photoshop parce que Photoshop est vraiment l'idéal pour ça. Admettons que tu as fait ça à la main, tu le scannes, tu la mets dans Photoshop et tu viens jouer avec ta coloration pour voir si tu veux l'accentuer plus, ressortir la lumière plus. Si vous le faites entièrement à la main, mais essayez, comme je disais, de faire des tests de clair-obscur avant de tout terminer. Et de toute façon, rendu ici, si jamais vous trouvez qu'il manque de coloration, vous pouvez venir avec vos crayons à bois et l'accentuer un peu plus. Donc, comme vous voyez, ces deux photos, à gauche, c'est un peu pessimiste, c'est un peu triste, il y a un peu moins de joie, moins de vie. Celle de droite, elle est plus joyeuse, même si les gens, ils ont l'air pareil, quand même. Mais les gens, en fait, ils ont l'air plus intéressants que les gens à gauche, pourtant, c'est les mêmes gens. C'est juste l'effet d'éclairage, elle fait ressortir un petit peu la joie. Donc, ça, il faut le moment que vous choisissez vos crayons de couleur, il faut déjà que vous sachiez ce que vous aimeriez faire. Maintenant, je regarde quelques exemples ici de coloriage. Donc, on regarde quelques exemples. Je regarde les planchers de bois. Par la suite, le tapis. Donc, le tapis, celui-là, vous pouvez vous poser la question comment ça a été fait. Donc, d'après moi, on a commencé avec le feutre. On a mis du pastel et par la suite, avec les crayons de bois, on est venu pigmenter. C'est comme ça que c'est fait. Maintenant, je regarde le plancher de bois. Ça a été colorié avec le feutre avec une couleur de fond, beige. Par la suite, avec les crayons de bois, mais avant la couleur de bois, je pense qu'il y a eu des pastels. Je peux sentir, voir un peu de pastel pour uniformiser. Après, on vient avec les crayons de bois. On a fait les lignes. Moi, personnellement, pour ces cas spécifiquement, je ne ferai pas les lignes de lamelles de bois trop épaisses comme ça et je ne les ferai pas aussi irrégulières. Parce que ça, je trouve que ce n'est pas bien réussi pour le bois. Il faut que votre crayon soit super aiguisé et que vous passez le fer. Si vous n'êtes pas capable, prenez un crayon super fin à encre et vous faites un passage pas nécessairement uniforme, mais vous le faites avec de façon fine. Des fois, ça se peut qu'il va découper, c'est pas grave. Mais vous les faites, il faut qu'ils soient parfaitement égaux. Et par la suite, mais avec les crayons de bois, on a fait l'ombre. Regardez l'ombre ici, l'ombre de la table. Et la texture un petit peu. Tout ça avec des crayons de bois. Donc, la même chose, je regarde la table. Ici, il y a des taches. Ces taches sont faites avec les crayons de bois. Maintenant, regardez les lignes de la table, justement. Ici, on a utilisé un crayon à encre. Et moi, j'aurais utilisé ces crayons pour faire les lignes de plancher. Parce que ça, c'est un peu comme des taches de fois, puis ça n'exprime pas vraiment la réalité maintenant des planchers de bois qui ont des joints parfaits, ils sont parfaitement joints l'un à l'autre. Donc, si je regarde l'effet tridimensionnel de la vase, de la tasse, en dessous, donc l'ombre dégradée, il est parfaitement exprimé. Florence, tu as une question? Oui, en fait, j'aimerais savoir, je ne sais pas si vous pouvez vraiment répondre à la question, mais dans le fond, c'est quoi que la personne qui a dessiné a utilisé pour venir ajouter de la couleur avec le crayon bois pour faire l'ombre? Est-ce qu'elle a utilisé du gris ou est allée avec la même couleur que c'est sur C'est la même couleur? ben, le pigment qu'il y a Oui, sur le dessin? c'est la Est-ce que couleur. Ça, donc si on regarde ici, le bois ouais, est allé chercher un crayon brun, bien sûr désaturé un peu. Donc, OK. mais c'est un crayon brun de la même tonalité que le beige. Donc, tu utilises les tons monochromatiques et tu vas chercher dans le ton monochromatique un plus foncé.
OK, parfait. Donc, c'est pas genre, elle a juste pris un crayon noir puis venir faire de l'ombre, c'est vraiment, elle a pris. OK, parfait. C'est ça. C'est qu'on a vu tantôt, c'est que l'ombrage est une couleur. OK. Mais dans certains cas, ça peut être un peu noirci. Par exemple, ici, le tapis, c'est blanc. Donc, le blanc, la couleur foncée de blanc, c'est le noir. Donc, c'est pour ça qu'on a noirci. Mais si tu regardes comme il faut, tu vas voir qu'il y a un peu de jaune. Il y a un peu de jaune ici. Euh, ça ici, ça c'est un ombre. Ce n'est pas un ombrage. Ça, c'est un ombre. Et l'ombre, et c'est un ombre direct. Donc, il y a une différence entre l'ombrage et l'ombre. Les côtés de la table ici, c'est ombragé. Ça, c'est de l'ombrage. Et ça, clairement, c'est juste une couleur plus foncée. Maintenant, dans certains cas, honnêtement, entre nous, on peut un peu tricher parce qu'il y a certaines couleurs qui sont un peu transparentes ou certaines façons de dessiner, c'est transparent. C'est sûr que la bonne façon, si je vous amène ici sur le pied de la table, on regarde ça comme il faut, on voit bien la texture derrière. Donc, cette texture, ça veut dire qu'il y a de la transparence. Ici, il y a de la transparence. Ici aussi. Ici, je sens qu'il a mis du gris. Il n'est pas allé chercher une couleur brune foncée, il est allé prendre un gris. Vous me dites pourquoi? Je vous dirais parce que le bois ici, il est trop clair. Et c'est comme si le foncé de ce bois, c'est presque dans les mêmes tonalités que le gris noir. Donc, peut-être qu'il n'avait pas un crayon brun foncé, mais très désaturé, qui n'a pas de saturation. Donc, il est une espèce d'un brun gris. Il n'avait peut-être pas ce crayon-là. Donc, il a dit, bon, c'est pas grave. Pour ce cas-ci, je vais mettre juste du gris. Mais regardez avec moi, regardez ici et regardez ça. Et je sens que ici, c'est beaucoup plus réaliste que ça. Donc ici, tout à coup, je regarde tout autour de moi, toute l'ombre. L'ombre tombe sur les couleurs qu'on a autour de nous. Je pense que ici, on est capable de voir comme j'ai de l'ombre sur le bois, sur le plywood que j'ai ici. Et les graines de plywood, elles sont tellement visibles, elles sont là. Ce n'est pas du noir, c'est vraiment du bois. Ici, on sent un peu. Moi, je dirais que l'ombre sur la table, elle est un peu moins réussie. Je vous dirais, ça, c'est gris foncé, tandis qu'en bas, c'est beaucoup plus subtil, surtout sur le tapis. Donc, il faut garder l'œil critique. Le plus que vous cherchez des images, essayez de comparer ces images ensemble. Donc, ici, on regarde surtout l'effet de la lumière dans la couleur. Donc, regardez, par exemple, où est-ce que les sources de lumière sont placées et à partir de ces sources de lumière, comment l'éclairage est effectué. Pour des perspectives de ce type, quand vous avez des lumières multidirectionnelles, des lumières placées aussi à multipositionnelles, donc il y a plusieurs endroits, on regarde et on ne voit presque pas d'ombre. Donc, c'est monsieur ici, il a de l'ombre sur le sol, mais l'ombre est tellement fine. C'est tellement fine. Ici, lui, elle a juste en dessous des pieds. Mais on ne le voit pas beaucoup. À peine, on vient juste salir un petit peu en dessous. Parce que l'ombre, il vient de plusieurs côtés. Donc, tu n'as plus une orientation précise. Et ça, c'est toujours vrai pour l'intérieur. Tandis que pour l'extérieur, il arrive que la lumière du soleil est tellement forte, ça crée un ombre bien coupé et souvent très foncé. À l'intérieur, on n'a pas ça, pas autant. Donc, je regarde le plan maintenant. On veut colorier un plan. Donc, qu'est-ce qu'il va retrouver sur le plan? Donc, regardez les types de dessins lorsque je l'ai expliqué au départ. Donc, les dessins de fond. Et vous allez vous rendre compte que votre dessin n'est pas nécessairement un dessin technique. C'est un dessin un petit peu... il est beau. Regardez la fenêtre. Il n'y a pas de cadre de fenêtre vraiment. C'est fait juste tout beau. Par la suite, pour le coloriage, on a colorié l'intérieur de mur tout noir. Et moi, je vous conseille
d'aller pour ça noir ou gris foncé. Gris foncé, peut-être c'est un peu mieux parce que le noir, des fois, il peut être très agressif. Mais un gris foncé. Par la suite, je regarde la surface. Regardez l'orientation du feutre. Moi, je suis capable de le voir. Probablement, vous êtes capable de le voir. Donc, je vois ici le feutre qui fait ça. Puis après le feutre, probablement, il a placé son pastel. Et après, il viendra avec le crayon à bois faire l'ombre. Parce que c'est comme si la lumière rentre par ici. Donc, même chose pour le tapis. Le tapis, probablement, ça a été fait avec les côtés fins du feutre. Et ça, c'est très facile parce qu'étant donné qu'il est en place de temps en temps, il n'y a pas d'un danger de voir des marques de feutre. Ça, si on regarde ces plans finis, alors vous voyez ce que je disais, l'orientation du feutre est la même orientation des lignes du sol. Donc, tu utilises ça à ton avantage. Ça fait que même si ici, regardez bien ça, même si ici, je vois l'intersection de feutres, mais ça donne l'impression que on a quelques lamelles de bois qui sont un peu plus foncées avec des variations. Donc, ça, c'est une règle très importante. Utilisez les défauts techniques de nos outils à votre avantage. All right? Donc, je regarde l'intérieur du mur, il l'a mis un petit peu brun-gris. Je trouve ça bien, c'est correct. Le plancher du même, donc, je ne sais pas si vous regardez tous les détails, ça vous inspire déjà. Regardez la ligne, et ça, c'est vraiment un aspect très important. Regardez la ligne, c'est ce que je disais tantôt, elle s'entrecoupe, pas de problème. C'est pas grave que ça coupe de temps en temps. Regardez ici, ça coupe, c'est pas grave. En autant que le colorage soit bien fait, c'est pas trop grave. Certains matériaux, ça je l'avais expliqué dans le passé, certains matériaux, c'est correct de dessiner les joints avec deux lignes parce que ce sont des matériaux importants qui ont des aspects comme si on les dessine avec une ligne, ça a l'air comme s'il manque de définition. Donc regardez, c'est fait du même, ça fait vraiment bien avec deux lignes. Je regarde même les sofas, on a dessiné des deux lignes ici. Ça donne un peu plus de définition. Très bien, ça c'est pour le plan. Pour les murs, c'est toujours le même principe. Donc, à partir de maintenant, vous allez voir qu'il n'y a plus rien de nouveau. Je crois que c'est la technique à vous rappeler. Ça, c'est la technique de base, si vous voulez. Puis après, si vous voulez ajouter à votre technique, il y a beaucoup de ressources. Mais on part avec la technique de base. Tu veux colorier une perspective ou tu veux colorier ton plan. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences par les surfaces de fond et tu commences par les surfaces larges. Donc, fond, tu commences par le fond et par le plus large. Donc, je commence par peinturer mon mur, mon plafond, mon plancher. Je commence par le mur parce qu'il est au fond. Donc, regardez ces murs, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait avec le feutre avant ou directement avec pastel, peu importe, mais feutre, puis après pastel, ou pas de feutre du tout. Pourquoi vous n'utiliseriez pas de feutre de temps en temps? Parce que vous ne voulez rien savoir des joints, les joints des intersections. Donc, vous avez fait ça avec le pastel. Après qu'on a placé le pastel, vous voulez avoir des effets d'irrégularité. On a utilisé les faces ici, les faces électriques, à cause de la façon qu'elles fonctionnent. Puis là, par la suite, on a mis le bleu devant parce que le jaune, il allait devenir la lumière. Donc, c'est vraiment une technique intéressante. On a mis le jaune en premier, le bleu qui deviendra la couleur de mur, mais on l'a contrôlé. C'est parce que tu mets les pigments du pistel. On l'a contrôlé pour faire comme si la lumière projette par cette luminaire. Donc, ici, pour la réflexion. Donc, on va finir avec ça. Donc, si on regarde à gauche, vous aviez colorié, comme toute personne qui colorie. Vous avez colorié avec vos feutres. Regardez les lignes des feutres, on peut les sentir.
Vous avez colorié vos objets de la cuisine avec le fond en premier et les grandes surfaces en premier. Après, on viendra faire les petites surfaces. Les petites surfaces se font avec la petite pointe de feutre. Donc, ce n'est pas trop compliqué à faire après. Mais les grandes surfaces, il faut les faire en premier, puis comme ça, voir son dessin et venir détailler après. Là, après que ça a été fait, on vient puis on tombe à ça. On a créé la réflexion. Comment on a fait la réflexion? Donc là, on a projeté le reflet de la fenêtre et avec un crayon à bois blanc, on est allé dessiner ça. De temps en temps, ça se peut qu'on aura besoin même de liquid paper, mais moi, le liquid paper, je l'utilise pour, par exemple, ça. Regardez les pieds. Vous voulez avoir un blanc tranchant, un blanc qui ressort du tout. Donc, je peux utiliser de temps en temps des liquid paper. C'est très, très tranchant. C'est très bon pour le métal. Ou des crayons feutres qui superposent complètement. Donc, regardez la différence entre le gauche et la droite. Maintenant, j'aurais pu ajouter de ces reflets aussi sur le porte, sur le bas, le comptoir sûrement. Après, j'ai coloré le comptoir, je vais créer des reflets dessus et ça va donner cet effet. Donc, le reflet change pas mal tout. Très bien. Donc, écoutez, ça, c'est une introduction générale sur l'utilisation des feutres. Donc, on va retenir de ça deux aspects importants. Le premier, la technique de colorier. On commence avec les feutres. On ne presse pas trop fort avec les feutres. On va faire ça assez vite pour ne pas laisser le temps sécher. Mais même si je le fais vite, il ne faut pas comme le faire trop vite pour faire comme des gaffes. Aussi, très important, si vous regardiez les feutres de nouveau, lorsque on a regardé, vous allez voir que comme de la même façon que je vous ai appris comment dessiner avec les crayons, le feutre, c'est pareil. On dessine des segments et non pas des poils. Le poil, c'est que tu mets la racine et tu t'en vas vers l'extérieur d'une façon, comme aussi la façon qu'on dessine les gazons. Donc, tu pars du point de la racine, puis après, tu t'en vas dans le vide. Tu t'en vas comme tu relâches. Tandis qu'un segment, il commence à un point, il finit à un point. Donc, si vous regardez ici, je commence, j'ai fini. Il n'y a pas un relâchement entre, ou il n'y a pas de relâchement à la fin. Faites jamais ça, là. Il ne faut jamais faire avec les crayons. Ça existe presque jamais, à moins que tu dessines des poils ou tu dessines des gazons. Pour le reste, ça n'existe pas. Donc, tous les traits sont contrôlés. Début, fin. Même lorsque vous peinturez avec les crayons à bois, vous ne faites pas ça. Vous faites un peu penser à presque comme une imprimante ou comme un robot qui va et vient. Donc, il y a un va-et-vient. Puis à un moment donné, votre main, il est tellement bien calibré que votre va-et-vient, il va aller de la ligne à la ligne sans dépasser une ligne. Donc, c'est comme vraiment comme une façon très robotique. Et avec une pression constante. Une pression constante, ça ne veut pas dire une pression forte. Non, ça veut dire qu'une pression, disons, à 20% constante. Donc, à 20% de pression, puis elle est toujours 20%. Puis comme ça, vous allez voir que votre pression partout, il est tout égal. Donc, on a vu qu'on peinture le fond, que ce soit avec le feutre. Ça peut être aussi avec l'aquarelle si vous avez le bon papier. Par la suite, on peut venir avec le pastel pour travailler, atténuer les imperfections. Et là, on vient avec les crayons à bois pour accentuer les détails et après finaliser avec certains outils d'accent qu'on pourrait comme peut-être avoir besoin, comme le liquid paper, puis la coloration métallique ou autres effets si jamais on en a besoin. Avec ça, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite, s'il vous plaît.